Merci, Monsieur le Président du Sénat, Madame la Vice-présidente, Messieurs les présidents de commission, chers collègues. Je vous prie tout d'abord d'excuser la présidente Françoise Dumas que des obligations retiennent hors de Paris. Mes chers collègues, l'actualité internationale nous le rappelle cruellement. Le monde est tragique. La guerre est depuis hier de retour en Europe. À mes yeux, nous avons une leçon immédiate à en retenir. Si l'Europe veut œuvrer pour une résolution des différends qui passe par la négociation plutôt que par la guerre, elle doit se donner les moyens d'être écoutée. Et pour atteindre cet objectif, la cohérence et l'autonomie stratégique de l'Union européenne sont plus que jamais une nécessité. Le monde d'aujourd'hui est plus dangereux qu'hier. C'est une évidence de le dire. Parce que le multilatéralisme et les architectures de sécurité, notamment en Europe, sont définitivement ébranlées. Parce que les ambitions des puissances mondiales ou régionales s'affirment désormais sans retenue et que le déplacement du centre de gravité vers l'Asie ouvre tout un champ d'opportunités révisionnistes aux lisières de l'Europe. L'Ukraine en est l'une des victimes. Parce que les champs de la conflictualité se multiplient, du cyber à l'espace, de la guerre de perception à celle des fonds marins, autant de domaines dans lesquels l'Europe, sans être désarmée, accuse un retard. Depuis l'été 2021, l'Europe est aux prises à des situations de plus en plus complexes, de l'évacuation précipitée de Kaboul au pacte d'AUKUS ou de la déréliction de l'État malien au nouveau viol par la Russie de l'intégrité territoriale d'un État d'Europe orientale. Et aucune rhétorique prenant l'histoire en otage ne doit faire oublier le caractère inacceptable de cette atteinte à la souveraineté de cet État, de cette tentative de modifier les frontières par la guerre. Dans ce chaos, nous le savons, et nous savons que l'OTAN joue un rôle essentiel pour la sauvegarde de la paix et de l'Europe. C'est ce qu'elle fait avec succès depuis 1949. Mais il ne faut pas confondre la sécurité euro-atlantique avec les enjeux de sécurité de l'Union européenne. Une donnée simple en témoigne, 40% des membres de l'Union européenne et de l'OTAN ne sont pas membres des deux. Un quart des membres de l'Union européenne n'a pas rejoint l'Alliance, alors que leur position stratégique, de l'Atlantique à la Méditerranée, de l'Europe du Nord à l'Europe centrale, leur confère une place imminente dans les enjeux de sécurité européenne. Dit autrement, même si l'OTAN est un outil nécessaire et remarquable qu'il faut au demeurant moderniser et adapter, elle ne peut se substituer à la conscience que l'Union européenne doit avoir de ses intérêts stratégiques et de ses besoins de sécurité. Car l'Union européenne a des intérêts propres. Elle est une communauté de destin qui n'est pas qu'un vaste marché ouvert à la libre concurrence. Si l'on ne veut pas subir les appétits de nos voisins, si les initiatives unilatérales de nos alliés, il n'y a pas d'autre chemin que celui désigné par le président Macron. Passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin. Et si l'on doit être attentif au risque de doublons, il nous faut refuser l'opposition artificielle entre l'Europe de la défense et l'OTAN. Le président Biden l'a reconnu le 22 septembre dernier, soulignant que les États reconnaissent l'importance d'une défense européenne plus forte et plus capable qui contribue positivement à la sécurité globale et transatlantique et est complémentaire à l'OTAN. Alors oui, la construction d'une Europe de la défense est difficile. Mais si les orateurs précédents ont eu raison de mettre en valeur l'accélération de ces dernières années, oui, le processus est lent. Mais comment pourrait-il en être autrement compte tenu de l'histoire des États européens, de la diversité de leur approche diplomatique et de l'hétérogénéité de leurs outils militaires? Nous ne sommes plus au bord de l'eau, nous sommes au milieu du gué. Et nous devons aller plus loin, alors même que les circonstances nous incitent à aller plus vite. Nos efforts doivent porter sur une vision partagée,
des menaces et des moyens pour y répondre. Ce sera la boussole stratégique. Mais ils doivent aussi porter sur l'approfondissement d'autres aspects, et j'en ai retenu 3. D'abord, la convergence des cultures opérationnelles des États, en accentuant les coopérations concrètes, par exemple sur le modèle de Takuba au Sahel. Ensuite, la consolidation de la coopération capacitaire et de la base industrielle et technologique de défense européenne. Il faut réussir les programmes phares, comme ceux de la coopération structurée permanente ou le système de combat aérien du futur. Cela doit s'accompagner d'un réflexe : acquérir le plus possible européen. C'est pourquoi je me réjouis du lancement de l'Eurodrone ou du choix du Rafale par la Croatie et la Grèce. Enfin, nous devons surmonter le défi des normes. Nous devons mettre l'excellence juridique de l'Union européenne au service de notre défense. Cela doit être vrai pour le financement de l'industrie de la défense. Cela doit être vrai aussi pour que le droit européen soit au service des capacités de résilience de nos forces armées. Par exemple, en ne contraignant pas l'organisation du temps d'activité des militaires. Les générations futures nous observent et je suis convaincue qu'elles garderont avec reconnaissance l'affirmation que nous sommes en train de réussir d'une Europe puissante. Je vous remercie.